Ici Jérémy de la Crypto Bref pour vous servir. Aujourd'hui, on va aller voir quelques métriques importantes pour voir quand est-ce que le marché pourrait reprendre et notamment deux qui sont hyper importantes qu'on va aller voir tout de suite. C'est parti, c'est parti. Rentrons directement dans le dur. Comme on l'avait annoncé, voilà, il fallait pas être un génie pour le deviner, mais grosso modo, on a l'IPC qui a diminué. Autrement dit, le reflet de l'inflation. Le consensus attendait à avoir 2,9% d'inflation et Truflation, voilà, nous le montrait, ça faisait plusieurs semaines qu'on était bien en dessous de cette target. On suggérait finalement qu'on allait avoir une inflation qui serait en dessous des prévisions du marché. Et ce qui s'est passé, si tu regardes la charte, c'est que voilà, on n'a pas trop mal réagi vis-à-vis de cette annonce. On est monté aux alentours des 84 000 $, mais on a directement été ravalé par cette trendline finalement qu'on tire derrière nous. Voilà, c'est juste pour avoir une idée de la tendance, mais grosso modo, si tu veux récupérer une tendance haussière sur le Bitcoin à court terme, il faudrait break cette tendance et potentiellement aller s'installer au-dessus des 90 000 $ durablement dans un premier temps en daily. Voilà, ça change pas de ce point de vue-là. En revanche, ce qui est intéressant de noter, le point que je voulais te partager, parmi les deux que je vais te partager aujourd'hui, c'est la BTC dominance. Alors tu le sais, c'est une charte qu'on tire derrière nous depuis maintenant plusieurs années qui te montre finalement l'instant où le Bitcoin attire plus de liquidité que les altcoins et la frontière entre cette période-là et la nouvelle où tu rentres dans l'alt season et où les altcoins tirent la liquidité du Bitcoin, ont plus de dominance et grosso modo, c'est caractérisé par deux cases. Pour les nouveaux, je vous le montre 2 petites secondes comme ça vous n'êtes pas perdus. Les cases vertes, c'est quand tu es dans l'alt season, donc c'est quand les altcoins prennent de la valeur face au Bitcoin ou du moins ils en prennent plus. Et les cases rouges, c'est quand le Bitcoin est plein d'énergie, il est plein de testostérone. Bref, suite à l'annonce de l'inflation par la Fed, on a eu directement une petite chute de cette market cap BTC dominance et ça c'est plutôt bon signe parce que du coup ça a perdu en momentum. Et on a bel et bien une divergence à l'échelle daily et ça c'est plutôt intéressant. C'est plutôt intéressant parce que comme tu peux le constater, on a une hausse sur le prix, sur la charte grosso modo, tu peux le voir juste ici, tac, tandis que voilà, sur le momentum, on a une perte de la force acheteuse du Bitcoin par rapport aux altcoins. Mais tu vas me dire, ok, en daily on en a plein, patin, couffin, mais voilà, nous on veut du weekly. Eh bien le weekly, je te le montre tout de suite. Regarde ce qui se passe en weekly. En weekly, donc on n'a pas terminé la semaine encore, voilà, il faut le dire, mais ça commence à prendre une bonne allure parce que comme tu peux le constater, on avait clôturé la semaine du 3 février aux alentours de 61,66% et là sur le cours du coup de cette charte, on est aux alentours des 62, mais on a bel et bien une perte de la force acheteuse du Bitcoin par rapport aux altcoins. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que de moins en moins de personnes se dirigent vers le Bitcoin et de plus en plus s'intéressent au marché de la crypto-monnaie. Donc pour l'instant, première chose, c'est que c'est plutôt encourageant. C'est plutôt encourageant parce qu'on voit que le Bitcoin augmente par rapport aux altcoins, mais de moins en moins. On est sur une pente qui est en train de décroître. On est grosso modo sur le sommet de la parabole, si tu vois ce que je veux dire, si tu as l'image dans ta tête. Mais la seconde chose, c'est que cette semaine n'est pas terminée. Il nous reste 4 jours pour que le Bitcoin fasse ses preuves et qu'il laisse la place aux altcoins. Et c'est ça qu'on va suivre ensemble sur la crypto brève. Ensuite, la seconde chose dont je voulais te parler, et je pense qu'il est intéressant du coup de se pencher là-dessus, parce que plus personne n'en parle finalement. On est bien d'accord que sur le marché traditionnel, le marché de la crypto-monnaie, il y a des grosses institutions, il y a des gens qui peuvent manipuler le marché, il y a des grosses baleines, il y a des gens qui t'influencent, et tu le vois, avec notamment Jimmy Cramer qui annonce le top de Bitcoin en disant « Les gars, le Bitcoin va aller à 500 000 €. » Tout le monde le sait que ce genre de vilain personnage est payé par des firmes et payé par des institutions. Donc qu'on le veuille ou non, on a quand même des gens qui tirent les ficelles des marchés de la crypto-monnaie, qui tirent les ficelles du marché traditionnel, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des sénateurs qui s'en sont mis plein les poches, et tu penses à qui ? Tu penses à Nancy Pelosi. Bref, partant de ce principe-là, à ton avis, qui a le plus d'informations, qui a le plus d'insight ? Le président des États-Unis, la première puissance mondiale, là où les marchés traditionnels, finalement, sont les plus forts. Tu penses que lui n'a pas d'informations avant tout le monde, tu penses que lui n'a pas d'insight vis-à-vis de BlackRock, vis-à-vis des grandes institutions, vis-à-vis des grands acteurs de la crypto-monnaie, des plus grandes baleines, de Michael Saylor, etc. Je te rappelle qu'Elon Musk a déjà annoncé le top du Bitcoin, a déjà lancé aussi un bull run. Et il faut pas oublier que Elon Musk et Donald Trump sont comme ça, ils sont cul et chemise. Et donc en fait, j'ai voulu faire une petite méditation et te la partager. On est bien d'accord que Donald Trump, avec ses enfants, avec sa famille, a lancé un projet dans la finance décentralisée qui peut avoir des liens avec le RWA, mais pour l'instant, on n'a pas encore de preuves à proprement parler, quoi. Le projet World Liberty Financial, qui est notamment bien drivé par son fils, a lancé un token l'été dernier qu'on avait regardé sur la crypto brève et moi personnellement, d'un point de vue personnel, j'avais investi quelques caillasses. Ok. Et donc en partant du principe que l'homme le plus puissant du monde, c'est Elon Musk ou Donald Trump, voilà, tu l'interprètes comme tu veux, et que ses enfants
ont lancé un projet dans la crypto-monnaie, dans la finance décentralisée avec leur père, qui est dans l'organigramme. Hein. D'ailleurs, au final, je sais pas si tu le savais, mais Donald Trump est dans l'organigramme de la boîte World Liberty Financial. Comme tu peux le voir, voilà, il est en première position au poste de chef crypto-avocat. Et en fait, je me suis dit, ok, les mecs, on a énormément d'informations sur Internet, sur Twitter, mais des fois, il suffit juste de prendre du recul sur la situation. Et quand tu prends du recul sur la situation, tu te dis quoi? Tu te dis que là, ils ont fait la whitelist, ils ont récupéré de l'argent, ils ont récupéré des milliards de dollars, ils ont vendu 25 milliards de tokens. Et moi, si j'étais Donald Trump et que je voulais que mon projet fonctionne à merveille, qu'est-ce que je ferais pour lancer mon token le jour du listing? Ben, je ferai en sorte d'avoir un marché qui est dans le vert, là où il y a de l'euphorie, là où les gens balancent des 1000, 10 000 dollars, sans regarder quoi que ce soit, sans regarder le projet, sans regarder la team. Les gens, ils peuvent acheter des grenouilles, mettre 100 000 dollars dans des grenouilles. C'est dans ces moments qu'il faut lancer le token, c'est dans ces moments qu'il faut prendre de l'argent. C'est pas en période de bear market. Quel intérêt, si le marché est dans le rouge, de lancer son token? C'est trop dommage. Et finalement, c'est là qu'on a des indices. C'est là qu'on a des indices hyper importants. Pourquoi? Parce que World Liberty Financial, le projet de la famille de Donald Trump, qui est peut-être la famille la plus puissante au monde, avait annoncé la date de lancement du token WLFI pour le deuxième trimestre de 2025. On n'a pas encore la date exacte, mais c'est ce qui avait été annoncé. C'était le deuxième trimestre de l'année 2025. Et actuellement, on est encore dans le mois de mars, donc on est en train de terminer le premier trimestre de l'année 2025. Et j'ai envie de te dire, si tu regardes mes vidéos tous les jours, ça vient concorder, ça vient en convergence de ce qu'on se dit ces derniers jours sur le fait qu'on a pas mal d'informations, pas mal d'analyses, pas mal de paramètres, de métriques qui sont réunis autour de la date de la mi-avril, de la début avril, du mois de mai, même si c'est vraiment contre-intuitif parce qu'on sait que le mois de mai en général, voilà, t'as les impôts et c'est vrai que d'un point de vue statistique, t'as plus de chances d'avoir un marché qui est dans le rouge, un marché qui est dans le vert, mais de notre côté, j'ai envie de te dire, voilà, sur les cycles précédents, le premier trimestre de l'année post-halving était dans le vert. Et c'est pas ce qu'on a eu. Donc pourquoi est-ce que ce cycle ne serait pas différent? Et pourquoi toutes les métriques convergent vers la même date? C'est ça qui me rend fou. Et de la même manière, regarde, si je te remontre le dollar, je t'en ai parlé la semaine dernière, je crois. Donc grosso modo, ça c'est le Dixie pour les nouveaux, les mecs, c'est l'indice du dollar américain face aux autres devises du monde entier. Donc c'est la force du dollar américain. Et plus il se casse la gueule, plus c'est bon signe pour les marchés. Et grosso modo, dans l'histoire, on a eu des bull runs lorsque le Dixie passait de 100 points direction les 90 points. Ok. Et donc là, on s'approche dangereusement des 100 points. Dangereusement ou heureusement, hein, on va se le dire. Et grosso modo, qu'est-ce que j'ai fait dans cette petite étude-là, hein? Je me suis mis à la même opposition en 2024 ou en 2023 et j'ai calqué finalement la baisse. Je l'ai répercuté ici, direction les 100 points. Et ensuite, pour les précédents bull runs, j'ai pris la même jambe baissière que j'ai calquée. Voilà, j'ai pris celle-là, je crois, ou celle-ci. Non, j'ai pris celle-là. Voilà, je l'ai entourée. Et grosso modo, voilà, ça te fait partir en bull run, mais quand est-ce que ça démarre? Si tu répètes les mouvements historiques qu'on a eu dans le passé, en plus quand Donald Trump était président, c'est ce qui s'était passé, ça nous fait un départ aux alentours de la mi-avril. De la mi-avril, on a le dollar qui est censé décrocher de sa base des 100 points. On a tout qui converge, gros. Donc j'ai envie de te dire, bon, c'est vraiment intéressant. Ça veut pas dire que ça va arriver forcément, les mecs. Hein. Ne faites pas all-in, ne vendez pas la maison de mamie. Mais ça amène à se poser des questions parce qu'il y a vraiment pas mal de coïncidences. En plus, tu as aussi la liquidité globale qui remonte, etc. Bon, je vais pas te refaire tous les paramètres. Donc dis-moi ce que t'en penses là autour de cette petite réflexion de World Liberty Financial. Ensuite, si on jette un petit coup d'œil sur la carte thermique des liquidations qui te montre finalement là où tu as des amas de liquidité et là où les market makers sont intéressés d'amener le prix de Bitcoin. Ce qu'on peut constater, c'est qu'on a récupéré un maximum de liquidité au sud. Maintenant, voilà, il en reste toujours. Ok, on a toujours des gros gaps, on a toujours des amas qui sont là au-dessus des 70 000 dollars et qui appellent le Bitcoin. Mais j'ai envie de te dire, ce qui reste au nord, aux alentours des 100 000 dollars et même à l'ATH, c'est complètement massif. C'est complètement massif. Et je suis convaincu qu'on y retournera. Je suis convaincu d'un point de vue personnel vis-à-vis de mes études, vis-à-vis de l'expérience que j'ai. Pour moi, c'est vraiment inconcevable qu'on ne retourne pas à l'ATH. Alors voilà, je te dis pas que ça va arriver dans une semaine, dans 2 semaines. On a vu là où est-ce que ça convergeait, les dates qui sont intéressantes et qui peuvent nous amener à faire des probabilités ou des statistiques vis-à-vis d'un Bitcoin qui remonterait vers la mi-avril, début mai, pourquoi pas. Mais comme je te l'ai dit hier, je te le répète encore une fois, même si on va en bear market, ok, que ça y est, le Bitcoin se casse la gueule, on rentre en récession, patin couffin, le Bitcoin va perdre quoi? Il va perdre peut-être 80%.
On est monté à 110 000. 110 000, tu divises par 5, ça t'amène un bitcoin à 20 000. J'y crois pas une seule seconde, mais s'il y va, gros, ben ça sera une opportunité de malade. Je te parle pas des crypto-monnaies, des toutous, des mêmes coins. Hein. Ensuite, on continue avec une news plutôt intéressante. Hein. On a Binance qui a récupéré 2 milliards d'investissements de la part de Abu Dhabi MGX. Visiblement, ben, c'est le premier investissement de la part de ce pays, enfin je sais pas comment on peut appeler ça, une région Abu Dhabi, dans le monde de la crypto-monnaie. Ils ont payé Binance en stablecoin, ils n'ont pas précisé la valeur, la devise en stablecoin, si c'est du dollar, de l'euro. De l'or, on n'en sait rien, ça m'étonnerait pas que ce soit du dollar américain parce que c'est la base des stablecoins. Toujours est-il que Binance, l'entreprise est déjà implantée à Abu Dhabi et ils font travailler 1000 personnes dans cette ville. Voilà, donc c'est bel et bien une ville, c'est pas un pays. Et forcément, on a le jeton natif de la blockchain de Binance, le BNB, qui a grimpé, il a fait un petit bond de 3%. Il est monté à 574 $. Ensuite, si on fait un petit point sur Donald Trump, qu'est-ce qu'il a encore annoncé? Tous les jours, c'est une nouvelle annonce. Alors, McDonald's, eh bien, il a dit qu'il pensait que le market allait monter en flèche. Il a annoncé que l'économie américaine se portait extrêmement bien, que les 150 plus grandes entreprises des États-Unis avaient des marges qui étaient super chouettes, que lui, en plus, avec sa politique, ben, ça allait augmenter encore ses marges, et donc forcément, ça ne l'étonnerait pas d'avoir un pump du marché, et donc il a nié en tout point le risque de récession des États-Unis. Ensuite, un point intéressant qui peut faire plaisir au marché vis-à-vis de la géopolitique, et grosso modo, ça pourrait enlever de l'incertitude, et qui dit incertitude dit panique, et qui dit panique et crash des marchés. On a Trump qui va parler avec Poutine cette semaine pour définir un plan pour faire un cessez-le-feu avec la guerre en Ukraine. L'objectif de Trump et des marchés, c'est que ça se fasse hyper rapidement. On a Zelensky qui a justement annoncé qu'il avait un plan qu'il avait envoyé à la Russie et il espérait que Vladimir Poutine l'accepte. Avec Donald Trump aux manettes, écoute, on espère que ça va se passer de cette sorte. Ensuite, une chose qui me répugne, mais bon, il faut que je te le partage quand même, gros. On a la Banque Centrale Européenne qui accélère l'euro numérique. En octobre 2025, c'est la date visée pour la fin de la phase de test de cette monnaie de merde qui va arriver. L'euro numérique, là c'est bien joli, numérique, voilà, ça donne l'impression que c'est de la technologie, c'est de la merde. C'est de la merde, c'est une monnaie en gros qui sera sur la blockchain, mais pour les mauvaises raisons. Je te rappelle que la blockchain c'est une technologie, au même titre que l'aéronautique, tu peux faire des hélicoptères pour aller sauver des gens dans la montagne, tu peux faire des avions pour aller en vacances et te dorer la pilule, mais d'un autre côté, tu peux faire des avions pour lancer des bombes nucléaires. Tu peux faire des avions pour lancer du napalm. Donc tout dépend comment est-ce que tu utilises la technologie. Et là, ce que veut faire l'Europe et ce que va faire l'Europe en octobre, ça va arriver, ils vont lancer une monnaie CBDC, ce qu'on appelle aussi, qui va permettre de tout pister. Ils vont pouvoir tout voir en temps réel, ce que tu fais avec ton argent. Ils vont pouvoir te bloquer ton argent. C'est vraiment une catastrophe vis-à-vis de l'euro, vis-à-vis de ce continent qui est l'Europe, qui était vraiment, fut un temps, la lumière du monde. Ben voilà, maintenant, c'est une catastrophe. Mais bon, garde le sourire. Dans tous les cas, les mecs, il faut se concentrer sur soi-même pour essayer de s'élever dans cette société. Parce qu'il est plus facile de se changer soi-même que de changer le monde autour de nous. Ensuite, je te montre un post qui a été partagé par Harry, le prince Harry. Voilà, grosso modo, c'est son nom Twitter. Il nous a montré la charte de Bit&Sor à l'échelle logarithmique. Et c'est vrai qu'il y a vraiment des similitudes qui sont en train d'apparaître. Comme tu peux le voir, Bit&Sor, ça fait maintenant 2-3 ans qu'il a été lancé. Et à chaque fois, il agit de la même manière. Ça veut dire qu'il fait des gros pumps avec des grosses jambes haussières. Il range pendant plusieurs mois. Il fait un pump, il range, il fait un pump, il range. Et actuellement, on a l'impression que voilà, il est dans un range. Bon, on n'a pas énormément d'historique sur cette charte, mais on a ce qu'il faut. L'idée, c'est de se dire que la jambe haussière qui t'a amené dans ce canal d'accumulation, tu la répètes en sortie de ce canal. Donc là, on est à l'échelle log, hein, donc ça va aller très vite et très haut. Hein, donc fais attention à toi. Voilà, grosso modo, si tu suis ce canal, si tu suis l'historique de comment s'est déroulée l'évolution du token de Bit&Sor TAO, tu pourrais avoir une cible aux alentours des 3000 $. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est plausible? Écoute, je te laisse te faire ton propre avis. Personnellement, dans une folie autour de la crypto-monnaie, avec un bull run des familles, dans une période rouge comme on est en train de vivre actuellement, ça paraît complètement fou, mais pour moi, ça pourrait être envisageable. Ensuite, un token dont je voulais te parler, c'est RSR, c'est le token de Reserve Right qui est dans le RWA. Si tu te mets en log, tu vois que on est venu tester une résistance qui, par le passé, lorsqu'on est venu la tester, on a rebondi très fortement. Ça s'est passé ici en 2023, en octobre. Ça s'est passé en février 2024 et actuellement, voilà, avec la correction qu'on a eue sur le marché des enfers, on est venu la tester et on a rebondi avec en plus une mèche qui s'est bien fait ravaler comme on l'avait eu en août 2024. Donc il serait pas impossible qu'on ait une belle explosion sur RSR. Est-ce que RSR n'aurait pas marqué son bottom? C'est ce qu'on va voir ensemble. Dans tous les cas, moi je suis bien investi sur RSR. Je sais que sur la crypto brève, il y en a pas mal qui sont aussi dans ce projet-là. On va suivre ça ensemble.
les mecs. De la même manière, on voit qu'on a pas mal de tokens qui sont vraiment survendus, qui sont limite sous-évalués, j'ai envie de te dire, comme Fetch.ai, hein, qui est incroyable dans le monde de la crypto-monnaie. Il réunit 4 projets maintenant, ou 5. Enfin bref, c'est un très gros projet, et comme tu peux le voir, il est aussi sur une résistance. Ça fait un moment qu'on commence à être survendu. Donc tu vois ce genre de token qui est vraiment porteur de qualité, de valeur, d'application. Il attend une seule chose, c'est que le Bitcoin remonte en flèche avec un marché qui soit dans le vert pour aller faire des plus hauts. Ensuite, on a Coin Academy qui nous a mis en lumière une baleine qui a ouvert une position longue sur Ethereum pour une valeur de 270 millions de dollars via hyper liquide. Le prix de liquidation, il est à 1805 dollars et si tu regardes la courbe d'Ethereum, on n'est pas encore venu les toucher, mais vraiment, il a chaud le mec, hein. Si j'étais à sa place, j'aurais quand même un petit peu chaud. On est descendu à 1838 et son prix de liquidation est à 1805. Voilà, c'est un pari risqué. Je sais pas s'il a des informations, le mec, mais voilà, il est couillu quoi. Donc c'est déjà terminé. N'hésite pas à t'abonner, à me laisser un petit like pour me donner la force et un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Mon gros, tu connais la chanson. On se retrouve demain à 5h du matin. Prends soin de toi. Bisous. Ciao, ciao.